Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du lundi 11 mai 2020. Je m'appelle Émilie Tupillier, je suis la mairesse de l'arrondissement. Alors, c'est le Conseil ordinaire parce que c'est celui qui a lieu tous les mois, mais il n'y a rien d'ordinaire parce qu'encore une fois, nous sommes avec vous par téléphone en web-diffusion. Et donc, j'aimerais vous présenter les élus qui sont là ce soir avec nous. Madame Effie Dianou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Madame Nathalie Goulet, conseillère du district d'Annecy. Bonsoir. Monsieur Jérôme Normand, conseiller du district du Sault au Récollet. Bonsoir. Et Monsieur Adrien Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Avec nous, il y a aussi la directrice d'arrondissement, Madame Diane Martel, et je l'invite à prendre la parole pour présenter son équipe. Bonsoir. Je vais demander aux membres de la direction de se présenter à tour de rôle. Donc, je vais débuter avec Madame Châteauvert. Chantal Châteauvert, secrétaire d'arrondissement. Madame Busseau. Marie-Pierre Busseau, chef de division ressources humaines en remplacement de Lisa Sumidaro. Monsieur Côté. Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Bonsoir. Monsieur Gauthier. Jocelyn Gauthier, directeur culture, sport, loisirs et développement social. Bonsoir. Et Monsieur Paquin. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Merci beaucoup. Donc, merci d'être avec nous. Nous allons faire comme d'habitude, là, au point 10.02, les membres du conseil d'arrondissement prennent quelques minutes pour vous donner les dernières nouvelles. Donc, vous le savez, hein, vous regardez tous les nouvelles, la grande région de Montréal vit encore en mode de service essentiel. Ça veut dire que ce ne sont pas tous les services qui sont donnés et surtout, ce ne sont pas tous les magasins, commerces qui sont ouverts. Il y a certaines activités qui sont encore en confinement, comme on le dit. Mais je souhaite profiter du moment pour souligner le travail des employés de l'arrondissement qui sont vraiment à pied d'œuvre pour offrir de nombreux services. J'aimerais souligner leur travail dans le contexte actuel parce que ce n'est pas simple. Ils sont là tous les jours au travail. Donc, certains sont dans leur poste de travail, notamment ceux qui travaillent sur les services essentiels, donc majoritairement nos cols bleus. On a aussi plusieurs employés qui travaillent auprès des organismes de notre territoire. Donc, merci pour tout le travail que vous faites. Ce n'est pas facile dans la situation actuelle. Et merci aussi à tous les autres employés qui sont en télétravail, parce que les autres employés le sont chez eux à travailler en télétravail. C'est pas toujours évident non plus. Et c'est pour vous dire à quel point la vie continue, mais à quel point il y a quand même certaines activités qui ne sont pas encore ouvertes. Et ça, c'est vraiment la décision du gouvernement du Québec. Nous la respectons, nous suivons les plans de déconfinement du gouvernement. Donc, certaines activités reprennent graduellement, notamment le nettoyage des rues sur les rues résidentielles qui a commencé la semaine dernière, donc le 4 mai. Le bureau des permis aussi, puisque la construction résidentielle notamment a été déconfinée par le gouvernement, nous avons ouvert notre bureau des permis, mais sur rendez-vous, donc bien important de prendre rendez-vous. Et sur place, nous avons tout mis en place pour que les mesures sanitaires soient bien respectées. Les jardins communautaires seront ouverts à partir du 18 mai. Nous avons reçu l'autorisation de la directrice de la santé publique de Montréal parce que c'est important pour la sécurité alimentaire, parce que ça fait du bien et en cette période de pandémie, c'était important pour nous d'ouvrir les jardins communautaires. Donc, nous nous affairons en ce moment avec Ville-en-Vert, qui est notre partenaire sur le terrain, de mettre en place toutes les mesures de distanciation physique avec des horaires alternés pour réduire le nombre de personnes présentes au même moment dans les jardins. Donc, si vous êtes dans les jardins communautaires, vous avez reçu déjà de l'information par courriel et vous en recevrez d'autres aussi. Toujours dans le domaine des végétaux,
la distribution des végétaux aura lieu encore cette année, un peu plus tard, le 5 juin. Alors, encore là, on regarde toutes les mesures à mettre en place pour respecter les mesures sanitaires. Ce sera sur rendez-vous dans au moins 2 sites dans l'arrondissement, donc au centre communautaire et culturel de Cartierville. Sur le site Louvain-Est aussi, nous regardons à ouvrir un 3e site si c'est possible. Donc, l'information sera bientôt disponible, mais je vous en parle dès maintenant pour que vous soyez aux aguets pour regarder le site web de l'arrondissement. Vous pourrez prendre rendez-vous en ligne et par téléphone. Donc, nous voulons nous assurer là, de respecter les mesures de sécurité. Et comme vous le voyez, les équipes continuent à travailler sur les outils habituels. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un conseil d'arrondissement avec des décisions. Les points importants que nous avons aujourd'hui à voter, il y a notamment un contrat pour des travaux au parc Sonifique et des contrats de pavage pour les rues Prieur et Soriol qui en ont grand besoin. Donc, la qualité de roulement là, sur ces rues sera grandement améliorée et ce qui nous permettra aussi d'implanter, comme prévu, les pistes cyclables. Et je termine en disant que malgré la COVID, nous tentons de vous informer le plus possible, d'être le plus possible en lien avec vous et de travailler sur les projets de parcs, de réaménagement de parcs. Et nous devons le faire d'une autre façon. Donc, nous innovons. Nous allons tenir des webinaires pour faire le suivi des projets d'aménagement au parc Saint-Simon et au parc des Hirondelles. Alors, vous aurez de l'information également sur le site Internet et par vos conseillers de district. Donc, voilà, ça revient à ce que je disais au début. Les employés de l'arrondissement sont au poste. Tout le monde travaille fort pour vous. Je passerai maintenant la parole à M. Adrien Parizeau, du district de Saint-Sulpice. Bonsoir, merci Mme la mairesse. Je commencerai en remerciant un organisme communautaire qui a pris une initiative assez intéressante cette fin de semaine. Je sais que c'est des gens qui l'ont vu dans le quartier Saint-Simon. Ils sont allés se promener avec une charrette, un camion mobile qui déambulait dans les rues pour faire un peu d'animation pour les résidents et aussi répéter les consignes de la COVID en 6 langues. Donc, j'aimerais beaucoup remercier le travail de la Maison du Monde avec Solidarité Antique et SOA qui ont organisé cette initiative. On les a soutenus avec l'arrondissement, avec le fonds d'urgence. Donc, je voulais les remercier parce que je pense que c'est une façon aussi innovante de pouvoir briser l'isolement de plusieurs années, de pouvoir répéter les mesures qui sont à prendre dans leur langue. C'est parce qu'on le sait, dans le quartier Saint-Simon, il y a des gens qui ne parlent pas français ni anglais. Donc, je pense que c'est important de pouvoir communiquer avec eux dans un contexte comme celui-ci. Ensuite, je voulais vous parler de 2 organismes que nous avons aussi soutenus en sécurité alimentaire. Un, qui est le SNAC, qui a de l'action à la Maison du Monde encore, et au HLM Saint-Sulpice en dépannage alimentaire. Donc, grâce au fonds d'urgence de l'arrondissement, on a pu soutenir le SNAC. Et ensuite, il y a le CANA, qui est très connu, qui intervient majoritairement dans le quartier Saint-Simon. Donc, on est bien content de pouvoir les soutenir dans un contexte où il y a des recherches de financement. Puis, l'arrondissement a réussi à mettre à la disposition des groupes communautaires avec les besoins particuliers qui vivent dans le temps de la COVID, plusieurs fonds, quelques fonds. Donc, on est bien content de pouvoir le faire avec ce fonds-là. Ensuite, la mairesse en parlait. Les webinaires qui vont avoir lieu pour pouvoir faire une présentation du plan d'aménagement du parc Saint-Simon. Donc, ça va avoir lieu le 27 mai prochain. Ça va être sur Internet. Donc, si vous avez de la difficulté à vous connecter ou si vous avez des questions, il va y avoir une ligne qui va être à votre disposition pour pouvoir savoir comment vous connecter si vous avez de la difficulté avec les outils informatiques. Mais on pense que c'est une bonne façon. C'est important de communiquer avec les citoyens, même dans le contexte de la COVID, parce que on le sait, là, le parc Saint-Simon, il y a plusieurs gens qui se sont déplacés l'année passée, qui ont donné leur avis pour l'amélioration de ce parc-là, puis on veut aller de l'avant avec les travaux. Donc, on va pouvoir faire ça grâce au webinaire le 27 mai prochain. Je vous invite, si vous avez des questions, à aller visiter la page de l'arrondissement ou même à communiquer avec moi si vous voulez plus d'informations. Ça me fera plaisir de vous en donner avec mon courriel ville. Ensuite, je voulais terminer en parlant je pense que tout le monde comprendra pourquoi je voulais souligner cette semaine nationale. La semaine nationale des soins infirmiers
du 11 au 17 mai. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Il y a de plus en plus de personnels de la santé qui sont infectés à la COVID sur leur lieu de travail. Donc, je voulais prendre le temps de les remercier. Ils font un travail extraordinaire. On remerciera jamais assez les employés de première ligne qui, grâce à eux, on réussira à vaincre la COVID. Mais c'est important de le faire. Puis ça sera toujours important de le faire dans le contexte actuel. Donc, merci. Bonne soirée. Merci, M. Parizeau. Je passerai maintenant la parole à Mme Effie Giannou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Oui, merci. Alors, bonne fête des mères à toutes les mères et les grands-mères qui ont célébré hier. Cette année, c'était quand même très particulier en raison des célébrations à distance. J'ai eu une pensée, puis j'ai toujours une pensée particulière pour toutes celles qui sont dans un CHSLD et aussi à nos sœurs de la Providence qui ont quand même eu un rôle très, très important là, pour le quartier et pour toutes ceux et celles qui résident ici depuis de très longues années. Je voulais remercier pour leur engagement les 3 organismes qui font partie du financement du Fonds local d'urgence, entre autres la Corbeille, le quartier, le centre communautaire Laurentien. Vraiment, là, vous faites une différence incroyable durant ces temps difficiles pour de nombreuses personnes. Alors, je voulais vous remercier. Vendredi et samedi passé, la clinique de dépistage mobile est venue à l'arrondissement au YMCA de Cartierville. Il y a eu plus de 160 personnes qui se sont déplacées. Alors, ça a été vraiment, on va dire, bien reçu dans l'arrondissement. Puis la prochaine clinique, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, la prochaine clinique mobile sera tout près à Saint-Laurent, au centre des loisirs de Saint-Laurent, les 12 et 13 mai, de 10h à 16h. Ensuite, je vais parler de Bordeaux-Cartierville. Je sais que tout le monde va parler de leur district, mais je tiens vraiment à souligner les commerces et les restaurants qui sont ouverts sur Gouin-Ouest. Il y en a des très, très bons. J'ai fait livrer à quelques reprises de la bouffe des restaurants de Gouin-Ouest. Si vous voulez avoir la liste complète, vous pouvez aller sur la page Facebook de Gouin-Ouest. Ça s'appelle vraiment Gouin-Ouest. Et ensuite, finalement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la semaine dernière, la RTM a annoncé son plan de relance économique. C'est à la page 13, dans la section qui s'appelle « Proposition d'action priorisée en transport collectif ». On y retrouve le point que je vous lis avec grand plaisir. Initier la planification du prolongement de la branche ouest de la ligne orange du métro vers Laval et lancer la réalisation du prolongement jusqu'à la gare Bois-Franc. Si on est en personne, j'ai les mains en l'air en ce moment. Alors, on voit donc que depuis la résolution qu'on a tous passée au mois de décembre, les choses ont vite évolué et nous en sommes tous très contents. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Effectivement, avec juste la voix, des fois, il y a des choses qui nous manquent. On travaille là-dessus. Merci, Mme Giannou. Je passerai maintenant la parole à Mme Nathalie Goulet, conseillère du district d'Annecy. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Puis, merci beaucoup à l'équipe technique et l'équipe de l'arrondissement de rendre cette séance possible. Alors, j'ai 4 points dont je voudrais vous entretenir ce soir. Alors, le premier, mes collègues en ont parlé un peu, mais c'est une annonce importante. Vous savez que la période actuelle est très difficile à vivre pour beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi ou qui doivent s'adapter à des conditions difficiles. On le sait que la crise sanitaire, elle ne doit pas se transformer en crise sociale. Alors, c'est pourquoi l'arrondissement est très fier d'octroyer une aide aux organismes communautaires qui sont au front actuellement pour soutenir les populations en situation de vulnérabilité. Alors, au dernier CA, on a institué un fonds local de soutien aux organismes de 180 000 $, fourni à part égale par l'arrondissement et l'ensemble des 3 caisses des jardins de notre territoire. Je les nomme. Alors, il s'agit de la Caisse des jardins de Sault-Récollet, Montréal-Nord,
de la Caisse du Centre-Nord de Montréal et celle de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent. Alors, je les remercie vraiment de leur partenariat qui va permettre aux organismes de venir en aide à des centaines de personnes et de familles résidant dans Annecy-Cartierville. L'administration du fonds a été confiée aux 2 tables de quartier, Solidarité Annecy et le CLIC Bordeaux-Cartierville, que je remercie aussi également de leur partenariat et de tout leur travail de concertation. Alors, à la suite du premier appel de projet, donc on octroie 95 000 $ à 11 organismes des secteurs Est et Ouest du territoire. Ce sont essentiellement des projets d'aide alimentaire d'urgence pour financer l'achat de denrées, la distribution de nourriture, puis d'autres produits de première nécessité. Un deuxième appel va être lancé d'ici la fin mai. Alors, merci à tous les organismes, leurs équipes, leurs bénévoles, ainsi qu'aux employés de l'arrondissement qui sont venus aussi leur prêter main forte ces dernières semaines. Alors, le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est la confirmation que le marché d'été de Annecy-Cartierville aura bel et bien lieu tous les samedis de l'été à partir du 4 juillet sur la rue Basile-Routier, à côté du pavillon du Parc aux Points. Alors, on s'est assuré que toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour accueillir tant le public que les producteurs. Il y aura même un site où on pourra faire des commandes en ligne. Alors, toutes les infos vont être disponibles sur le site de l'organisme Marché Annecy-Cartierville, qu'on remercie aussi beaucoup de son travail parce qu'il coordonne tout ce beau projet. Alors, mes 2 derniers points, mais ça concerne les travaux à venir cet été dans nos espaces publics. La vie continue. Alors, pour le parc Annecy, notre grand parc central dans l'arrondissement, on va voter ce soir au point 20.02 un contrat de réfection de l'aire de jeu pour enfants, notamment pour la rendre universellement accessible. Elle va être magnifique. Et aussi un contrat de réfection. En fait, c'est le même contrat pour la réfection du sentier central du parc qui va devenir multifonctionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il va sécuriser les parcours de tous les types d'usagers du parc. Les enfants, les familles, les cyclistes, les personnes qui ont besoin d'une aide à la mobilité. Alors, le sentier central va devenir également accessible l'hiver car il sera déneigé. Et enfin, au point 20.04, on pourra enfin rouler à la fin du mois de juillet sur une belle piste cyclable, bidirectionnelle, sécurisée sur la rue Prieure-Ouest, qui sera aussi mise à sens unique vers l'ouest, du parc Annecy jusqu'à la rue Meillard. Et le stationnement sera retiré d'un côté, du côté sud, pour faire place à la nouvelle piste cyclable. Alors enfin, malgré la situation difficile que nous vivons tous, je nous souhaite de profiter du beau temps puis de la chaleur qui s'en vient pour sortir dehors, pour explorer nos rues de nos quartiers, en marchant ou en pédalant. C'est tout à fait possible de le faire en respectant la distanciation physique. Alors, bon courage tout le monde et merci beaucoup. Merci, Mme Goulet. Finalement, je passerai la parole à M. Jérôme Normand, le conseiller du district du Sceau au Récollet. Oui, bonsoir, merci beaucoup. En fait, je souhaitais vous parler à mon tour de 3 petits points. Premièrement, la création de corridors sanitaires. Vous l'avez sûrement remarqué, il y a eu l'apparition, la présence de plusieurs corridors sanitaires devant différents commerces de l'arrondissement. En date d'aujourd'hui, toute la promenade Fleury pratiquement est maintenant dotée de tels corridors sanitaires. Plusieurs tronçons de Fleury-Ouest, un tronçon du boulevard Saint-Laurent près de Fleury. Le but de ces corridors-là, qui en fait là, se présente comme un élargissement de la zone du trottoir où on peut déambuler, permet évidemment une distanciation physique entre les piétons qui y circulent, à proximité bien sûr des commerces locaux. C'est donc une mesure de santé publique pour les résidents, pour les piétons, et également une mesure de soutien aux commerces locaux, puisque ce qu'on souhaite réaliser avec ça, c'est de maintenir la bonne habitude qu'ont les résidents de faire leurs emplettes dans les commerces de proximité, et donc qu'ils se sentent en sécurité pour s'y rendre.
Ça a été déployé tout ça en collaboration avec les SDC de l'arrondissement et les commerces. Et il y aura d'autres sections à venir dans des endroits qui sont achalandés, notamment autour du métro Henri-Bourassa. Madame la mairesse en a parlé un peu en introduction. En ce qui a trait aux soirées collines, une soirée d'information, consultation innovante par webinaire pour les aménagements du Parc des Hirondelles le 28 mai prochain en soirée. Donc, pour les résidents et les habitués, vous le savez, il y a 2 secteurs au Parc des Hirondelles, en plus de la magnifique butte, le secteur Sauvé, qui est au sud, et le secteur Fleury, plus au nord. Pour ce qui est du secteur Sauvé, lorsqu'on a tenu notre séance de conseil d'arrondissement en septembre 2018, à cet endroit-là, on avait également procédé à une consultation sur les aménagements du futur, donc du secteur Sauvé, et on va donc le 28 mai faire une rétroaction sur ces aménagements qui s'en viennent. Puis, on va prendre le pouls par rapport à différents aménagements potentiels sur la portion fleurie, donc la portion nord du parc, toujours lors de cette même soirée. Vous allez le remarquer, des grands panneaux affiches vont être posés directement au Parc des Hirondelles pour donner des détails sur les aménagements et aussi les moyens de se joindre au webinaire. Puis également, il y a une vaste distribution de dépliants qui va être faite aux résidents aux alentours du parc. Il va être possible donc de soumettre des commentaires sur les aménagements par courriel, par téléphone et également par la poste. Donc 28 mai prochain en soirée. Et finalement, mes collègues en ont parlé, nos fameuses pistes cyclables sécurisées bidirectionnelles sur Prieur et Soriol s'en viennent. On le sait, ce soir, on va le voir bientôt dans les prochains points, les contrats pour le pavage seront votés. Et il y a donc, en lien avec le déploiement de ces 2 pistes cyclables pour leur première phase de 2020, une vaste campagne de communication qui va débuter dans les prochains jours, en commençant par une page web dédiée au projet où on va y trouver toute l'information pertinente et qui va être en ligne dès la fin de la semaine. Donc, on vous invite à suivre les comptes Twitter et Facebook de l'arrondissement si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir prendre connaissance de plus de détails sur ces projets qui s'en viennent bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Normand. Donc, nous sommes maintenant au point 10.03 et je passerai la parole à Mme Chantal Châteauvert. C'est la période d'intervention du public sur la demande de dérogation mineure. Il n'y a aucune demande. Alors, nous allons 10.04. Correspondance et dépôt de documents. Il n'y a aucun document. Au 10.05. C'est la période de questions du public. Alors, comme le mois dernier, nous avons ouvert une période de plusieurs jours pour que vous puissiez nous envoyer à une adresse très précise des questions que nous avons récoltées. Et ce soir, donc, nous allons faire comme la dernière fois. Madame Châteauvert lira les questions, vos questions, et nous y répondrons. Alors, allons-y dès maintenant, Madame Châteauvert, pour la première question. Alors, la première question est de M. Richard Tremblay. Dans une lettre commune acheminée vendredi, le 1er mai, au bureau du premier ministre François Legault et de la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charret, Tennis Canada et Tennis Québec ont demandé de considérer l'ouverture des terrains de tennis extérieurs. Le tennis a tous les attributs et toutes les qualités qui permettraient à la population de recommencer à pratiquer un sport en toute sécurité. Il est de plus en plus évident que les gens ont besoin physiquement et psychologiquement de faire de l'activité physique et de reprendre la pratique de leur sport favori. Quoi de mieux que de laisser sortir la pression accumulée en frappant sur une petite balle jaune? Il mentionnait le directeur général de Tennis Québec. Prévoyez-vous redonner l'accès à la pratique libre du tennis au parc Nicolas-Viel et dans les autres parcs de l'arrondissement? Merci. Et pour répondre à la question, je passe la parole à M. Adrien Parizeau. Merci, M. Tremblay, pour votre question. Comme vous le soulignez, le Tennis Québec et Tennis Canada ont acheminé cette lettre-là avec un certain nombre de recommandations. On a pris connaissance à la Ville de ces recommandations-là. Le gouvernement du Québec et la santé publique, je pense qu'on le répète jamais suffisamment, mais la santé publique aura le dernier mot sur cette décision. Le gouvernement du Québec a soumis une proposition à la santé publique. Donc, on attend de voir la Ville, est-ce que la santé publique de Québec
fera cette recommandation-là, ira de l'avant avec la recommandation qui a été soumise par Tennis Canada et Tennis Québec. J'ai discuté moi-même là, dans mes fonctions à la Ville-Centre au sport avec la ministre Isabelle Charest de ce dossier-là et de plusieurs autres aussi, là, les sports individuels, parce que comme vous le dites dans votre question, le sport est une façon aussi de sortir et de pouvoir évacuer son stress. Donc, on est bien conscient de ça à la Ville. On travaille en ce moment avec le gouvernement du Québec pour voir est-ce qu'ils vont aller de l'avant avec la santé publique de Québec, puis ensuite la santé publique de Montréal, la direction de la santé publique de Montréal recevra les recommandations de Québec et on verra comment est-ce qu'on peut appliquer ça à Montréal. Mais comme je vous le dis, on est bien conscient de l'importance qu'ont les sports individuels, particulièrement parce que dans le contexte, c'est plus facile d'aller de l'avant avec des sports individuels que des sports par équipe. Mais on va voir les recommandations avant de se positionner comme arrondissement sur l'ouverture de nos terrains de tennis. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je passerai maintenant la parole à Mme Châteauvert pour la question numéro 2. Elle provient de M. Richard Fahé. La question est au Conseil d'arrondissement du 9 décembre 2019. Je vous demandais si une étude d'impact économique avait été réalisée préalablement à l'instauration du permis de déneigement dans l'arrondissement. Comme vous n'avez pas été en mesure de répondre à la question, je présume que non. Alors, j'aimerais savoir quel bilan vous faites de ce projet pilote. Pour ce faire, je vous invite à compléter le tableau ci-bas et à en faire rapport lors de la séance du 11 mai courant. Alors, merci, M. Fahé. Nous avons bien reçu votre question ainsi que le tableau. Donc, c'était la première année de notre nouveau règlement sur les permis de déneigement. Et durant tout l'hiver, nous avons pris note des commentaires des gens, des suggestions, des plaintes, et nous sommes organisés à l'interne un bilan de cette première année pour voir comment nous pouvons améliorer pour les années futures. Donc, je prends en considération le tableau que vous nous avez remis avec des aspects financiers. Ils feront partie aussi de notre analyse. Mais je peux vous dire que ce n'est pas fait en ce moment, cette analyse. Vous comprendrez que ça fait peut-être un petit moment qu'il n'y a plus de neige, mais on est passé pas mal directement de l'hiver à la COVID. Donc, comme beaucoup d'activités dans l'arrondissement, elles se poursuivent, parfois au ralenti, mais c'est clair que nous ferons un bilan pour mieux se préparer pour l'année prochaine. Donc, je vous remercie pour votre suggestion. Nous passons maintenant à la question 3, Mme Châteauvert. Elle provient de Mme Marie-Claude Collin. J'aimerais savoir si vous planifiez la cueillette de livres dans les bibliothèques. Certaines municipalités offrent ce service en permettant de faire des réservations en ligne ou par téléphone et d'aller les chercher sans circuler dans les rayons. Les livres sont une belle source d'évasion en ces temps difficiles et peuvent être considérés comme un service essentiel. Alors, merci, Mme Collin, pour votre question. Donc, je pense que ça va faire partie du préambule de toutes les réponses. Ce qu'il faut savoir, c'est que même les arrondissements, en fait, en ce moment, ne prennent pas vraiment de décision sur leurs propres installations. La chaîne là, de décision, c'est vraiment le gouvernement du Québec, la direction régionale de santé publique de Montréal, la ville de Montréal et les arrondissements. Et dans le cas des bibliothèques, par exemple, les arrondissements vont tous faire la même chose en fonction des recommandations qui nous auront été données par la direction régionale de santé publique. Comme je vous le disais à l'introduction, Montréal n'est pas encore déconfiné. Ceci dit, nous y travaillons. Donc, on travaille sur ce qui s'appelle des plans de déconfinement, donc des plans d'ouverture graduelle des installations publiques. De quelle façon? Donc, le libellé de votre question offre effectivement une belle, hypothèse de ce que pourrait être le service des bibliothèques dans les prochains mois, c'est-à-dire des réservations en ligne, par téléphone, aller les chercher sans entrer dans la bibliothèque. Ceci dit, tout ça est en ce moment en très grande discussion avec des comités. Puis dans les comités, c'est toujours mixte. Il y a toujours des gens de la santé publique, des gens de la ville, des gens des arrondissements aussi. Et la question qu'on se pose, c'est comment on est capable de donner le maximum de services
tout en respectant les mesures sanitaires. Donc, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on n'a pas de réponse à vous donner sur les bibliothèques, mais on peut vous dire qu'on y travaille et qu'on souhaite faire en sorte qu'effectivement, les gens puissent avoir accès à des livres qui peuvent, oui, être considérés comme des services essentiels, là, que des gens puissent avoir accès à des livres dans les prochaines semaines et rester finalement abonné à l'infolettre, à la page Facebook de l'arrondissement aussi, pour avoir toutes les nouvelles sur ces services bientôt. Merci. Nous passons maintenant à la question numéro 4. C'est une question de Mme Lucie Deshôtels. Il y a un manque important de support à bicyclette sur la rue Fleury-Est et Ouest, près des différents commerces. Est-ce possible d'en ajouter en nombre substantiel? Oui, alors, l'année dernière, nous en avions commandé 70. C'est des supports, un support avec deux comme arceaux. Et donc, ça fait 140 places de stationnement pour vélo. Donc, l'année dernière, on les a installés dans certains secteurs de l'arrondissement. Cette année, Monsieur le directeur des travaux publics, Monsieur Paquin, m'a confirmé aujourd'hui que nous avons acheté les mêmes supports dans la même quantité. Donc, cette année, en 2020, nous allons installer 70 supports avec deux arceaux pour un total de 140 places. Et nous avons évidemment déjà ciblé des endroits. Il y a des gens qui nous ont déjà écrit pour nous demander des places spécifiquement aussi. Alors, suite à votre question, Madame Deshôtels, quelqu'un va communiquer avec vous pour voir si vous avez des lieux spécifiques où vous souhaitez en avoir. Évidemment, il y a certains critères à respecter pour les implanter et ça nous fera plaisir de répondre à votre demande d'avoir plus de stationnement pour les bicyclettes près des commerces. Nous passons maintenant à la question numéro 5. C'est une question de Mme Lucie Hébert. Je désire porter plainte au sujet de la salubrité et de la propreté aux alentours du commerce à l'angle de l'avenue Papineau et de la rue Sauvé-Est. Les commerces sont un poste à essence avec dépanneur et un restaurant McDonald's. À l'arrière des commerces, il y a un dépôt avec des bennes à ordures et un stationnement. C'est franchement dégueulasse. Les résidus alimentaires débordent et jonchent le sol, des papiers, emballages de tout genre, des pièces de voiture, etc. Est-ce que vous pouvez m'orienter vers la personne ou le service qui peut répondre à ma question d'inspection des lieux, s'il vous plaît? Alors, merci, Madame Hébert. Nous avons bien reçu le lieu spécifique. Donc là, puisque vous avez envoyé votre question, là, le directeur des travaux publics a reçu directement l'information. Je peux vous assurer qu'on fera un suivi. Par contre, ça me permet de dire qu'il y a deux façons, en fait, de signaler ces problèmes-là pour que tout de suite des inspecteurs aillent sur place et aussi par la suite aux besoins là, des gens pour enlever les déchets. Donc, le 311, c'est le service téléphonique de la ville qui va très, très bien maintenant. Il y a plusieurs employés qui sont entrés dans les derniers mois. Donc, il n'y a pas d'attente quand vous signalez le 311. Vous faites votre requête et elle arrive directement sur le bureau des gens qui donnent les services. Donc, c'est une bonne façon de souligner ces sujets. Et je prends 2 minutes aussi pour vous dire qu'il existe une application. Donc, pour les téléphones intelligents, là, il y a une application mobile qui s'appelle Montréal Service aux citoyens. Et il y a plusieurs activités que vous pouvez signaler, en fait, avec cette application. Vous recevez un numéro de dossier et puis c'est la même chose que le 311. Et les dépôts sauvages, qu'on appelle là, les problèmes de propreté, c'est un des sujets que vous pouvez souligner grâce à l'application. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Vous pouvez même prendre une photo, l'envoyer, par exemple, pour des problèmes de lampadaire aussi. Donc, c'est vraiment une application à avoir sur son téléphone intelligent pour la suite des choses. Donc, nous pouvons passer maintenant à la question numéro 6. C'est une question de M. Denis Lemieux concernant le 15 avenue du Ruisseau. Je dois revenir avec ma demande formulée au dernier conseil car personne ne nous tient au courant chez vos inspecteurs ou au permis malgré plusieurs messages. M. Côté, lors de la dernière assemblée du conseil, nous a dit qu'il attendait que la neige soit fondue pour voir l'état des lieux et prendre les mesures requises, et ce, malgré toutes nos photos qui ne présentaient aucune trace de neige.
Question 1, Madame Thuillier, je vous demande, est-ce que vous aimeriez demeurer à notre place avec tous les inconvénients ou dangers qui sont présents? Question 2, notre secteur qui est patrimonial n'autorise pas ce genre de situation, entretien mécanique souvent bruyant et tard le soir, entreposage de pièces d'auto ou de produits dangereux, etc. Pourquoi depuis 5 ans laissons faire cela dans un si joli quartier près du parc du Bois de Liesse? Il serait temps qu'on bouge et rapidement. Alors, merci, M. Lemieux, pour votre question. Je peux vous dire que depuis le dernier conseil d'arrondissement, il ne se passe pas une semaine sans que nous en discutions à l'arrondissement à plusieurs niveaux. Et donc, pour tous les détails des démarches du dernier mois, je vais laisser la parole à M. Gilles Côté, qui est le directeur du développement du territoire. Oui, bonsoir. En effet, j'avais mentionné lors du dernier conseil qu'on n'était pas intervenant en hiver, compte tenu de la neige, ça recouvrait ce qu'on pouvait voir, puis qu'il y a des objets qui peuvent être pris dans la glace, donc c'est difficile d'intervenir, puis même de faire modifier le tout. Et comme on voulait intervenir à la fin mars, on est arrivé avec les mesures d'urgence sanitaire, ça a changé beaucoup nos façons de faire, on a dû se réorganiser. Mais depuis le dernier conseil, un inspecteur est allé vérifier la situation au mois d'avril. Un avis d'infraction a été mis à cause des véhicules automobiles, en plus des déchets, les pièces, les débris, les sacs de sable, les barils, dans sa cour arrière en vertu du règlement sur la propreté. Maintenant, on a eu la difficulté à signifier notre avis d'infraction. Les huissiers ne voulaient pas intervenir parce qu'on était en mesure d'urgence, ce n'était pas un service essentiel. On a dû envoyer 2 inspecteurs pour le remettre en main propre. Donc, ça a été fait malgré tout. On a usé de stratégies pour y arriver. L'autre mention que je voudrais dire aussi, il y a une agente de prévention incendie de Montréal qui est allée inspecter des lieux à la demande de l'équipe d'inspection le vendredi 8 mai dernier. Son rapport est en préparation. C'est un peu à la des commentaires que vous avez pour les barils qu'il y avait puis l'huile entreposée. Donc, on attend son rapport avec le service incendie pour intervenir. On comprend que la situation du 15 du ruisseau apporte son lot de désagréments. La situation est importante, mais considérée non urgente par plusieurs intervenants. Notre équipe, quand même, suit le dossier et respecte les étapes afin d'appliquer les règlements municipaux correctement. La jurisprudence de la Cour municipale démontre l'importance de transmettre un avis écrit en premier lieu avec un délai raisonnable pour corriger la situation. Par la suite, si le délai n'est pas respecté, un premier constat d'infraction peut être émis. Et s'il faut, on va intervenir de nouveau. Donc, c'est important pour nous de suivre les étapes pour, si on va à la Cour municipale, de pouvoir gagner notre dossier. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, nous passons maintenant à la question 7. C'est une question de Madame Nicole Pagé. Bonjour, je demeure au 15 avenue de l'Alliance. J'emprunte la rue du Ruisseau pour entrer dans le bois de Liesse. Je constate depuis plusieurs mois qu'il y a un gros véhicule récréatif en très mauvais état et une voiture devant la résidence du 15 avenue du Ruisseau. Tout le terrain avant est occupé par ces 2 véhicules. Il n'y a plus aucune végétation. Comment se fait-il que la Ville accepte cette situation depuis plusieurs mois, malgré les nombreuses plaintes des voisins? Allez-vous finalement faire en sorte de remédier à cette situation? C'est une vraie honte. Alors, merci pour votre question, Mme Pagé. Donc, ce que vous avez entendu de réponse à la question précédente, c'est que non, la Ville n'accepte pas cette situation, l'arrondissement en fait, et nous mettons tout en place pour tenter de régler la situation dans la mesure de la juridiction et des lois, puisque si nous devons aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire que si nous devons aller jusqu'au tribunal, nous devons avoir suivi tous les aspects et les éléments qui sont requis. Et j'aimerais demander à ce stade-ci, M. Côté, est-ce que vous avez de l'information complémentaire pour Mme Pagé? Oui, en fait, le véhicule récréatif, c'est un dossier qu'on a fait début janvier. Déjà, l'avis d'infraction a été émis en février et on a déjà donné 2 constats d'infraction pour le véhicule récréatif en cours avant. On est allé encore aujourd'hui, le véhicule récréatif est encore présent, donc on va préparer un 3e constat d'infraction pour le véhicule récréatif. On va continuer à donner nos avis d'infraction. Merci. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à la question 8. C'est une question de Mme Jade Roy qui concerne la mobilité durable.
Alors que le plan de déplacement local dévoile que des projets de pistes cyclables sur Laurentien et La Chapelle sont à étudier, d'autres projets vont être réalisés concrètement. En effet, il y aura des pistes cyclables de 7,5 km sur Prieure et Sorieul. Cependant, la COVID-19 fait en sorte que nous devons nous déplacer en gardant toujours une distance avec les autres. En réaction à cette obligation, Montréal a mis sur pied des corridors pour piétons et vélos. Ma question est la suivante. Sur la rue Émile-Méligan, où se trouvent plusieurs grands immeubles de logement, comment assurer la distanciation sociale des piétons et la sécurité des cyclistes dans le contexte où cette rue est déjà étroite pour 2 voitures et que les bords des trottoirs débordent de voitures stationnées? Alors, merci, Madame Roy, pour votre question. Donc, vous avez tout à fait raison. La situation actuelle nous demande de modifier l'aménagement de certaines rues. Donc, les corridors sanitaires, en fait, ce dont vous parlez, là, les corridors qui ont déjà été installés, les corridors sanitaires, c'est vraiment devant les commerces essentiels, là où il y a des files d'attente. C'est vraiment l'idée de faire en sorte que quand il y a une file d'attente, plus des gens qui marchent dans les deux directions, là, c'est vraiment impossible. Il y a trop de monde sur le trottoir. Donc, les corridors sanitaires ont déjà été déployés. Les étapes suivantes sur lesquelles nous sommes déjà en train de travailler sur la base de guides là, que nous avons reçus de la Ville-Centre, ce sont des rues partagées et ou des rues familiales et actives. Et justement, la semaine dernière, j'étais en discussion avec le CLIC, qui est la table de quartier de Bordeaux-Quartier-Ville, et ensemble, on a réfléchi à des rues qui pourraient bien se traiter à des rues familiales et actives, c'est-à-dire on cherche des rues où justement il y a une très grande densité de population, donc la nécessité de trouver de la place dans l'espace urbain pour faire de la place aux gens, et des rues où on pourrait faire en sorte qu'il y ait un meilleur repartage de la rue en faveur des piétons et des cyclistes. Et la rue Émile-Méligan a été nommée dans cette réunion-là, justement. Donc, nous voyons la même chose. Alors, c'est une des rues qui seront analysées par nos équipes. Donc, comme je le mentionnais en tout début de conseil, nos équipes sont à pied d'œuvre, travaillent fort, mais travaillent beaucoup. Donc, la priorité a vraiment été donnée au corridor sanitaire parce que c'était urgent. Et là, en ce moment, on est en train de travailler sur ces autres projets-là. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse passer un été agréable et sécuritaire en ville, parce qu'on sait qu'on va être en ville cet été. Et donc, c'est une des rues, notamment, sur laquelle nous souhaitons intervenir. Si vous avez, j'en profite, là, si vous avez d'autres idées pour des rues là, qui sont densément peuplées où on aurait besoin d'intervenir. On a évidemment nous-mêmes fait des listes avec les élus aussi et notre équipe, mais on est ouvert aux suggestions. Alors, merci pour votre question. On passerait maintenant à la question numéro 9. C'est une question de M. Olgemak. My name is Mr. Olgemak and I am 82 years old. I am enjoying the spring season and I am happy to see my neighbors cleaning up their properties. All my neighbors do this every spring except at 15 Ruisseau. In all my long life, I have never seen such a disgraceful and dangerous mess as at 15. Trash is piled high with barrels of inflammable products mixed in. This is a real threat to my home that is located directly behind number 15. Avenue du Ruisseau is an heritage site and an important entry to the Parc Nature du Bois de Liesse. Number 15 must not be allowed to spoil the whole avenue. Question, on what date will the problems at 15 du Ruisseau be resolved? Alors, merci, M. Olgemak, pour votre question. Je sais que vous comprenez aussi le français, donc on a déjà donné beaucoup d'informations. Monsieur Côté, est-ce que vous avez de l'information supplémentaire en regard de cette question? Non, à part que c'est un dossier prioritaire pour notre équipe inspection. D'accord. Merci beaucoup. Là, je tiens à vous dire qu'en fait, on respecte ce qu'on ferait dans un conseil d'arrondissement. Donc, on prend 3 questions sur le même sujet et les autres questions sur les mêmes sujets, on les garde, mais on va les passer à la fin.
Donc, Madame Châteauvert, nous serions donc maintenant rendus à la question 11, si je ne m'abuse. Oui, c'est une question de Madame Lise Denis. J'aimerais savoir pourquoi ils ne ferment pas Montréal-Nord pour les empêcher de venir dans Annecy. Il y a beaucoup de monde qui vient à Annecy, ça commence à faire peur. Puis, on n'est plus que tanné de ne pas pouvoir faire nos choses comme à l'habitude. Si tout le monde suivait les consignes, peut-être qu'on s'en sortirait, mais il y a des gens qui n'en font qu'à leur tête. Alors, merci Madame Denis pour votre question. Ceci dit, je soulignerais que c'est tout le Grand Montréal. Quand on parle du Grand Montréal, là, c'est 5 régions administratives, donc la CMM, c'est tout le Grand Montréal en ce moment qui est confiné, là. Donc, ce n'est pas dans un arrondissement, on est vraiment sur la grande région métropolitaine et on est vraiment sur Montréal, plusieurs quartiers de Montréal. En fait, personne n'y échappe. Et évidemment, les décisions que vous proposez là dans votre courriel, ces décisions-là sont prises par la Direction régionale de santé publique. Donc, toutes les décisions en matière de santé et de sécurité. Et le fait de fermer des arrondissements, de fermer des quartiers ou même de fermer Montréal, là, ça ne fait pas partie de la stratégie qui est utilisée en ce moment par la direction de la santé publique. Merci. Alors, nous passons maintenant à la question 12. C'est une question de M. Richard Williams. L'arrondissement a récemment ouvert les jardins communautaires. Avez-vous d'autres plans à annoncer à court terme? En utilisant le plateau Mont-Royal comme exemple, y aurait-il des rues qui seront seulement pour les piétons, par exemple la rue Fleury? Allez-vous sécuriser les parcs et leurs alentours pour permettre aux gens d'y accéder en toute sécurité? Allez-vous mettre en place un corridor sanitaire ou encore des rues partagées? Il s'agit d'une opportunité en or pour revoir la stratégie de circulation automobile. Alors, merci, M. Williams, pour votre question. J'en profite, en fait, pour vous dire que vous nous avez transmis 4 questions sur différentes thématiques et donc nous continuons selon les mêmes procédures qu'à l'habitude. Donc, c'est une question par personne sur un sujet. Alors, sachez que nous avons quand même reçu vos questions qu'on va tenter d'y répondre par courriel cette semaine. Mais ce soir, je vais répondre donc à votre première question, qui est la question que Mme Châteauvert vient de lire. Écoutez, les corridors sanitaires, on en a déjà mis. Monsieur Normand, en tout début de conseil, là, a nommé les endroits où il y a des corridors sanitaires. Et ce que j'expliquais, c'est que les corridors sanitaires, c'est vraiment pour gérer les files d'attente devant les commerces essentiels. Donc, si vous voyez des endroits où il y a des files d'attente qui entrent en contradiction avec les gens qui marchent sur le trottoir, vous pouvez nous les faire parvenir. Nous, on sillonne quand même l'arrondissement. On n'a pas vu d'autres endroits problématiques au niveau devant les commerces, mais si vous en voyez, n'hésitez pas à nous les transmettre. Ensuite, comme je l'expliquais à une question précédente, une fois les corridors sanitaires faits, oui, nous travaillons sur d'autres projets. L'objectif, je le rappelle, c'est de trouver de l'espace, en fait, dans le domaine public, dans l'espace urbain, pour qu'on puisse passer l'été en ville. Donc ça veut dire nécessairement de donner plus de place aux piétons et aux cyclistes dans les rues. Il y a plusieurs façons de faire ça. Vous en avez nommé dans votre courriel. Donc, on travaille, oui, sur des rues partagées qui pourraient très bien s'appliquer à certains types de rues. On travaille sur des rues familiales et actives aussi qui sont plus intéressantes peut-être sur d'autres types de rues. On continue de travailler sur des projets qui étaient déjà existants, mais qui prennent tout leur sens en ce moment. Donc, notamment les voies cyclables sur Prieur-Soriol. C'est clair qu'on souhaiterait vraiment les avoir en ce moment et elles sont très attendues. Et il y a le rêve aussi, hein, le réseau Express Vélo qui va prendre place durant l'été sur les rues Berry et La Jeunesse. Donc ça va être aussi du réaménagement de la rue, un réaménagement majeur. Nous regardons aussi pour améliorer les pistes cyclables existantes. Donc, il y a tout un tas de mesures qui sont en ce moment en préparation
Et si vous avez des rues précises ou nous suggérer des aménagements, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel. Et voilà, je tiens à préciser que tous ces réaménagements-là sont faits pour respecter les mesures de la santé publique et nous travaillons en partenariat avec la Ville de Montréal et les arrondissements. Alors, nous passons maintenant à la question, comme je vous disais, le monsieur William avait envoyé 4 questions, donc nous en serions maintenant à la question et nous reviendrons plus tard sur du ruisseau. Alors, nous en sommes à la question 19. Alors, c'est une question de M. Dominique Saint-Pierre. L'extrémité nord de l'avenue de l'Alliance est occupée par un terrain, petit parc sans nom, qui appartient à la ville et qui est encombré par la ville et les occupants de l'avenue de l'Alliance. D'énormes tas de troncs et de branches d'arbres sont présents sur ce terrain. Nous avons demandé à la ville de venir ramasser les tas de troncs et de branches le 25 avril 2020. Malgré plusieurs communications par courriel, nous n'avons toujours pas eu de réponse. Ma question, quand est-ce que ces tas de branches et de troncs d'arbres seront-ils ramassés? Alors, merci, M. Saint-Pierre, pour votre question. Donc, nous avons vérifié, effectivement, votre dossier a bien été ouvert. Là, la date qu'on a d'ouverture, c'est le 30 avril 2020, mais suite à des courriels, effectivement, que vous avez envoyés. Donc, votre dossier est ouvert, c'est pris en charge. C'est sûr qu'il y a certaines activités qui peuvent prendre un peu plus de temps en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'activités à faire, mais soyez assurés que nous avons transmis votre dossier directement au directeur des travaux publics et que ça sera pris en charge dans les délais les plus courts possibles en fonction de la charge de travail de nos équipes. Merci. Donc, nous passons maintenant à la question 22. C'est une question de Mme Linda Casal. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire si les camps d'été, incluant le centre Claude Robillard, seront ouverts cet été? Cette décision a-t-elle été prise? Alors, cette décision, comme presque toutes les autres, la décision sur l'ouverture des camps de jour à Montréal est en discussion entre le gouvernement du Québec, la direction régionale de la santé publique, la ville et les arrondissements. Donc, ça fait déjà un bon moment qu'on discute de ce sujet-là parce que c'est pas tant ouvrir ou pas, là, parce que c'est un service de garde et il y a des gens en service essentiel qui ont besoin d'avoir des services de garde. Donc, la question est surtout comment ces camps de jour peuvent être ouverts et avec quelle modalité. Donc, ça fait déjà un bon moment que c'est en discussion. Là, on comprend très bien, là, comme vous, que les parents doivent recevoir des indications pour être capables de s'enligner, de prévoir des choses. Donc, le gouvernement nous assure qu'il y a des décisions qui seront prises prochainement dans ce dossier-là. Et encore, là, ça viendra vraiment de la direction de la santé publique, du gouvernement, de la ville, et ensuite les arrondissements suivront toutes les consignes qui auront été données. Donc, je vous invite à suivre l'actualité et le site Internet de la ville et des arrondissements là, dans les prochains jours. Merci. Alors, nous arrivons à la fin de la liste, et ce qui nous permet de revenir aux questions qui avaient attrait à la rue du Ruisseau. Et nous revenons donc à la question numéro 10. Madame Châteauvert. C'est une question de Mme Eliane Melki. Nous avons 2 questions pour le Conseil. Première question, est-ce normal qu'un véhicule récréatif de 32 pieds au moins se stationne dans l'entrée de la maison 15 avenue du Ruisseau? Au début, le propriétaire qui réside à cette adresse nous avait dit que c'était temporaire. Cela fait maintenant 6 mois qu'il s'y trouve. Il travaille dessus à tous les jours comme dans un garage. Deuxième question, est-ce que le camion qui ramasse les objets non recyclables va recommencer à passer tous les mercredis, car nous avons mis à l'extérieur des morceaux de bois, ça fait 2 semaines qu'ils sont là. Aucun ramassage n'est fait. Est-ce que cela est dû à la COVID? Alors, merci beaucoup pour la question. Donc, je pense que les réponses de M. Côté, c'est que non, ce n'est pas normal sur la question du VR.
Monsieur Côté, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans ce dossier? Non, pour le VR, on a déjà émis 2 constats d'infraction. On va en préparer un 3e. Merci. Et Mme Diano, la conseillère du district de Bordeaux-Cartierville, souhaitait intervenir sur le sujet de la rive du ruisseau. Je vous passe la parole. Oui, merci. Je voulais juste mentionner le fait que je suis passée à 2 reprises sur la rue du ruisseau et non, en effet, c'est pas une situation normale. Vous avez posé la question, puis la mairesse a répondu la même réponse. Et si j'étais dans votre situation, si c'était sur ma rue, je suis sûre que je réagirais de la même façon. Alors, comme M. Côté a mentionné, l'arrondissement priorise ce dossier et les inspecteurs seront sur ce cas, continueront à être sur ce cas durant les semaines à venir parce qu'en effet, l'été arrive très rapidement. Puis, puisqu'on est tous à la maison, ben on aime avoir des rues qui sont assez propres et sans danger pour notre famille. Alors, je tenais juste à renchérir le point. Merci. Merci, Mme Gianou. Et donc, dans la question, il y avait comme une sous-question là, par rapport à le camion des objets non recyclables qui ne passerait pas pour ramasser les morceaux de bois. Donc, on va transmettre là, cette demande au directeur des travaux publics, M. Paquin. Vous êtes aussi sur la ligne. Donc, s'il vous plaît, de noter cette demande et de faire un suivi là, pour voir pourquoi les objets n'ont pas été ramassés, s'il vous plaît. Oui, sans faute. Merci. Alors, nous passons maintenant à la question 16, je pense. Oui, c'est une question de Mme Sylvia Jackson-Old-Jemarc. Many people had complaints and questions about 15 du Ruisseau for the Borough Council meeting on April 14. Residents describe an unacceptable situation at number 15, barrels of oil, gas, propane, old tires, scrap metal, and old vehicles. Fires start again on Saturday, April 25th, 2020. A huge fire was lit in the backyard at number 15 in the middle of all the old junk. I've made many phone calls to Mr. Vasile Gontard, who is chef de section permis et inspection, and I asked him to call me about number 15. I have received no reply from Mr. Gontard, and there has been no cleanup at number 15. My question, when will this dangerous situation at number 15 du Ruisseau will be cleaned up? Why is this tolerated by our administration? Alors, merci, Mme Oldjemarc, pour votre question. Comme le disait tout à l'heure M. Côté, c'est une priorité pour l'arrondissement. Alors, non, il n'y a pas de tolérance. Cependant, il y a malheureusement des procédures à suivre et c'est ce que nous engageons en ce moment à faire. Toutes les procédures sont mises en œuvre pour régler le problème. M. Côté a déjà donné beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez, M. Côté, de l'information supplémentaire par rapport à ce dossier-là? Non, merci. Merci. Alors, voyez, c'est un dossier important. Nous avons beaucoup de questions et nous les lisons toutes une par une. Et nous sommes maintenant à la question numéro 17. C'est une question de Mme Vicky Grammatikakis. I live on 13 Avenue du Ruisseau. How many complaints do I need to write in order for my neighbor to get rid of the RV next to my yard? Question 2, again, how many complaints must I submit regarding my neighbor parking 5 beat-up old cars with no license along my backyard? Alors, merci pour votre question. Monsieur Côté, est-ce que vous avez un complément d'information? Non, c'est bon. Parfait. Donc, on comprend que c'est la même situation et qu'on a déjà répondu, mais on s'attelle quand même à lire chacune des questions pour que vous sachiez qu'elles sont importantes pour le conseil d'arrondissement. Nous sommes maintenant à la question 18. Alors, c'est une
une question de Mme Nadia Gosselin. Vous avez reçu plusieurs plaintes concernant la propriété 15 avenue du Ruisseau. Le terrain de cette propriété est un véritable dépotoir rempli de matières potentiellement dangereuses. Les occupants font d'ailleurs d'immenses feux régulièrement pour brûler leurs déchets, ce qui est très dangereux pour le voisinage. J'aimerais connaître le plan d'intervention de l'arrondissement pour rendre ce terrain sécuritaire et convenable pour le voisinage. Et quelle est la réglementation de l'arrondissement concernant l'accumulation de plusieurs vieux véhicules non fonctionnels sur un terrain résidentiel? Merci pour votre question. Monsieur Côté, donc vous avez parlé tout à l'heure du service sécurité incendie qui était venu sur place. Oui, l'agent de prévention est passé vendredi. Elle est en train de préparer son rapport, puis elle va ensuite, s'il y a lieu, intervenir. Et puis, concernant la deuxième question, là, c'est un peu la même question. Donc, on applique le règlement d'arrondissement par rapport aux véhicules présents sur le terrain. C'est bien ça? Tout à fait. Autant en cours arrière qu'en cours avant, c'est deux dossiers séparés, mais c'est deux dossiers très engagés. On va continuer nos étapes, puis on va suivre le dossier tout à fait adéquatement. Merci beaucoup. On passera maintenant à la question 19. Non, celle-là, on a déjà fait. La question 20. C'est une question de M. Niovat Lee. Après avoir transmis mes questions à la dernière séance de conseil, je n'ai reçu aucune réponse et la situation dans la cour arrière de mon voisin, 15 avenue du Ruisseau, reste inchangée. Est-ce que cela veut dire, encore une fois, après 4 années de suite, que je dois passer un autre été dans ma cour à contempler tous ces déchets, des réservoirs d'huile, pièces d'auto détachées de toutes sortes, vieux climatiseurs, des vieux pneus, des boîtes, des déchets de construction, etc. Ma plus grande crainte avec tous ces réservoirs d'huile, c'est la contamination du sol s'il y a des fuites et les risques d'incendie. Les murs de notre maison sont à peine à 24 pouces de mon voisin. Est-ce que c'est normal que mon voisin immédiat, qui fait du stockage d'huile en remplissant plusieurs contenants d'huile entreposés à l'extérieur de sa maison, je m'inquiète pour la sécurité de ma maison qui est juste à 24 pouces entre nos murs mitoyens s'il y a incendie ou explosion, s'il y a des fuites d'huile dans le sol qui peut contaminer le sol de notre maison. Dans notre secteur résidentiel classé patrimonial et paisible, est-ce normal que mon voisin possède une cour à ferraille, des voitures rouillées, des réservoirs d'huile, des pneus usés, des vieilles pièces d'auto, des résidus de toutes sortes? C'est dans cet état depuis des années. Et ça rend la qualité de vie dans notre cour arrière très désagréable. Dans l'attente d'une action de votre part, veuillez agréer mes sincères salutations. Alors, merci pour votre question. Donc, vous comprendrez là, qu'on ne répétera pas toutes les réponses qui ont déjà été données dans ce dossier. Je veux quand même vérifier, M. Côté, est-ce que vous avez de l'information supplémentaire? Pour les réservoirs d'huile, c'est l'agent de prévention incendie qui a vérifié tout ça, donc elle va préparer tous ces documents en conséquence. Merci. Merci. Et donc, la dernière question, numéro 21. C'est une question de Mme Linda Desrosiers. Bonjour. Lors de la dernière séance de conseil, je vous ai déjà fait part de mes questions et préoccupations concernant les problèmes du 15 avenue du Ruisseau à Montréal. Je vous réécris car je considère que rien n'a changé depuis mes demandes. Lors de la dernière séance, M. Côté nous avisait qu'il prendrait le dossier en charge. Je réalise que les problèmes sont toujours existants et que rien n'a changé. Je me demande donc comment se fait-il que l'arrondissement d'Annecy-Cartierville ne puisse pas appliquer ces règlements. Premièrement, on m'a confirmé qu'il existait un règlement interdisant le stationnement d'un véhicule immense de type véhicule récréatif sur un terrain privé. Et deuxièmement, on m'a aussi confirmé qu'il devait y avoir un minimum d'espace vert sur nos terrains, ce qui n'est pas le cas au 15 avenue du Ruisseau. Je tiens à vous répéter que nous sommes dans un quartier patrimonial et j'insiste patrimonial. Alors, qu'attendez-vous pour agir concrètement? Ce n'est pas 2 ou 3 contraventions qui vont faire réagir ce voisin récalcitrant qui semble bien vous manipuler. Voici mes questions. Qu'attendez-vous pour agir concrètement dans ce dossier et quel est votre plan d'action? S'il vous plaît, ne me donnez pas les mêmes réponses automatiques. Celle-ci s'adresse à la mairesse Mme Thuillier. Accepteriez-vous d'avoir devant votre demeure un véhicule de type récréatif ainsi qu'un dépotoir? Sinon, que feriez-vous? De mon côté, ça fait 4 ans que je suis dans ce dossier et si rien de concret n'est fait, je serai dans l'obligation de me servir de mes contacts pour en aviser les différents médias.
Alors, merci beaucoup, Madame Desrosiers, pour votre question. Et encore là, je pense qu'on ne répétera pas toutes les réponses qui ont déjà été données par M. Côté. Et j'en profite, puisque vous m'interpellez directement, de vous dire, est-ce que c'est acceptable? Non. Est-ce que nous l'acceptons? Non. Toutes les mesures sont prises pour faire respecter les règlements d'arrondissement. Et si j'étais à votre place, qu'est-ce que je ferais? Ben écoutez, je ferais exactement la même chose que vous, c'est-à-dire que j'interpellerais mes élus, j'ouvrirais des dossiers à l'arrondissement pour que l'arrondissement puisse faire les démarches nécessaires, ce que nous faisons en ce moment. Donc, il n'y a pas d'autre chose à faire que ce que nous faisons en ce moment, et ce serait la même chose si c'est moi qui habitais à cet endroit-là. Je peux vous dire que nous prenons vraiment le dossier en main. Nous savons que ça fait plusieurs années que ça dure et nous avons vraiment l'intention de régler le dossier. Et je pense que c'est ça que M. Côté explique, c'est que pour régler le dossier de manière durable, il faut aller au bout, et le bout, c'est éventuellement le tribunal. Mais pour ce faire, nous devons suivre toutes les étapes. C'est ce qui est fait en ce moment. Donc, nous suivons toutes les étapes légales pour faire respecter les règlements d'arrondissement parce que vous avez le droit d'avoir un endroit où vivre, que ça soit agréable et où les règlements sont respectés. Donc, c'est ce que nous nous employons à faire en ce moment, malgré la situation actuelle. Là, tout est mis en place pour travailler sur ce dossier-là. Est-ce que, M. Côté ou Mme Giano, vous avez un dernier mot sur ce dossier-là? Peut-être juste rapidement dire qu'on est en train de monter notre dossier. Les éléments de preuve sont tous prises. Donc, on s'y acharne pour s'assurer que notre dossier soit complet. Si on doit aller à la cour municipale, on souhaite ne pas arriver là. Merci. Ben, de mon côté, c'est sûr que je parle quelques fois par semaine, je dirais, avec des citoyens de la rue du Rousseau. C'est un dossier qui me tient à cœur parce que, comme j'ai dit plus tôt, c'est pas facile de devoir rester à la maison, travailler de la maison, faire école à nos enfants à la maison, puis avoir une maison ou un voisin comme ça avec des déchets, des encombrants, comme un dépôt sauvage, là, dans le fond. Alors, je pense que c'est définitivement pour moi un dossier prioritaire. Puis, comme vous l'avez entendu avec M. Côté, pour lui aussi. Alors, c'est ça, on lâche pas. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au point 10.06, Mme Châteauvert. Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 11 mai 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. 10.07. Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 14 avril 2020. Je propose. J'appuie. Alors, s'il vous plaît, peut-être vous nommer quand vous proposez ou pas quand vous proposez parce que je propose en général, mais quand vous appuyez, s'il vous plaît, vous nommez au départ. Donc, Jérôme Normand, j'appuie. Merci beaucoup. Et la première, le 10.06, c'était Essie Giano. Moi, je reconnais votre voix, mais les gens à la maison, peut-être, ne la reconnaîtront pas. Alors, donc, pour 10.07, c'est accepté, adopté. Nous passons maintenant au 20.01. Accorder un contrat de service professionnel de gré à gré à FNX Innov Incorporé pour la gestion et la surveillance de travaux de construction d'une nouvelle rue transversale sous l'autoroute métropolitaine en lien avec le projet Aura du groupe Maurice pour une somme maximale de 75 698,85 $, taxes incluses, et approuver un projet de convention à cette fin. Je propose. Adrien Parizeau, j'appuie. Adopté. Point 20.02. Accorder un contrat à Salvex Incorporé pour les travaux de réaménagement de l'aire de jeu et l'aménagement d'un sentier multifonctionnel au parc Annecy pour un montant de 2 187 974,25 $, taxes incluses,
Il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 8 soumissionnaires et autoriser une dépense totale de 2 532 981 et 68 sous, incluant les taxes, les frais incidents et le budget de contingence. Je propose. Nathalie Goulet, j'appuie. Adopté. 20.03. Accorder un contrat à Meloche, division de Sintran Incorporée pour des travaux de voirie sur la rue Soriol-Est, entre l'avenue Péloquin et l'avenue Papineau, pour un montant de 896 805 taxes incluses. Il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 10 soumissionnaires et autoriser une dépense totale de 1 096 286 et 63 sous, incluant les taxes, les frais incidents et le budget de contingence. Je propose. Jérôme Normand, j'appuie. Adopté. Point 20.04. Accorder un contrat à l'épavage CK Incorporé pour des travaux de voirie sur la rue Prière pour un montant de 590 309 et 42 sous, taxes incluses. Il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu 8 soumissionnaires et autoriser une dépense totale de 733 272 et 11 sous, incluant les taxes, les frais incidents et le budget de contingence. Je propose. Nathalie Goulet, j'appuie. Adopté. Point 20.05. Accorder un soutien financier de 96 151 à Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville afin de poursuivre la réalisation du plan d'action 2020 dans le cadre de la démarche de revitalisation urbaine intégrée du secteur Laurentien-Grenet et approuver un projet de convention à cette fin. Je propose. Fugianou, j'appuie. Adopté. Point 30.01. Prendre acte du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 mars 2020. Je propose. Fugianou, j'appuie. Donc, Mme Gianou appuie. Adopté. Point 30.02. Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, de prendre en charge l'implantation de voies de circulation réservées à l'usage exclusif des bicyclettes sur le réseau artériel. Je propose. Là, c'est le bon. Jérôme Normand, j'appuie. Adopté. Point 30.03. Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, de prendre en charge la réalisation des travaux visant le réaménagement du réseau artériel retenu dans le cadre du programme de sécurisation aux abords des écoles 2020. Je propose. Adrien Parizeau, j'appuie. Adopté. 30.04. Le dossier est retiré. Alors, nous passons au 30.05. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 5 500 à différents organismes afin de les soutenir dans la poursuite de leur activité. Je propose. Fugianou, j'appuie. Adopté. Point 40.01. Adopté en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un premier projet de résolution visant à autoriser la démolition des bâtiments portant les numéros 9870 à 9872 et 9878 à 9880 avenue Papineau et l'agrandissement sur le terrain des bâtiments démolis du bâtiment portant le numéro 1750 rue Soriol-Est à des fins d'enseignement de niveau secondaire. Il s'agit du collège Regina Assunta. Je propose. Jérôme Normand, j'appuie. Alors ici, il s'agit d'un projet d'urbanisme pour lequel il y a une consultation publique en vertu de la loi sur l'aménagement urbain. Et toutefois, en raison de la COVID, pour l'instant, les assemblées publiques sont suspendues. Donc, la date et l'heure d'une consultation publique et le format, en fait, vous sera communiqué ultérieurement là, dès que nous aurons des orientations de la part du gouvernement du Québec. Et nous passons donc au point 70.01. Il n'y a aucune affaire nouvelle. Et en 70.02, je propose la levée de la séance et deux petits mots avant de vous laisser.
Le premier, c'est mercredi, l'anniversaire du conseiller Jérôme Normand. Alors, joyeux anniversaire un peu à l'avance. C'est gentil. Pas facile en cette période de pandémie, mais on vous souhaite de bien festoyer avec vos proches. Et la prochaine séance du conseil d'arrondissement aura lieu le 8 juin. Alors, d'ici là, nous vous souhaitons tous une bonne santé, de faire attention à vous, de prendre soin de vous et de vos proches. Et revenez-nous le 8 juin prochain. Merci et bonne soirée à tout le monde.